jour nous rattrape. Et j'aimerais également votre commentaire, votre réaction à l'autre actualité Gaza de ces jours et même de ce matin, le début des opérations militaires israéliennes pour la prise entière de Gaza-Ville, le début de cette opération d'effacement de l'État palestinien, couper la Cisjordanie en deux. Aujourd'hui, c'est maintenant, pendant qu'on parle que ça se passe. Comment, avec quel ressenti, commentaire, regardez-vous tout cela se passer? Il y a deux questions. Il y a la question politique pour laquelle, effectivement, nous n'avons jamais été plus éloignés de la solution à deux États que nous ne le sommes aujourd'hui, et que, effectivement, l'information de l'expansion des colonies du projet qui s'appelle E1 en anglais, E1, qui en fait aurait pour objectif d'entièrement couper le nord et le centre de la Cisjordanie avec le sud de la Cisjordanie, ce qui signifie qu'il n'y aurait plus de contiguïté territoriale au sein de la Cisjordanie. Donc ça, c'est l'aspect politique. Évidemment, plus on entend parler de volonté de reconnaître l'État israélien, plus ce gouvernement prend des décisions qui vont rendre de plus en plus impossible la réalisation de la création de ces deux États. Maintenant, la question de Gaza. Effectivement, vous avez tous entendu qu'il y a un projet militaire maintenant de conquérir complètement Gaza. Il y a une mobilisation des réservistes. L'armée appelle plus de 100 000 personnes pour venir à Gaza. Lorsqu'on parle aujourd'hui de la faim touche particulièrement le nord de Gaza, où nous avons 1 million de personnes. D'ailleurs, demain, si je ne me trompe pas, on saura en fait comment est-ce que la faim ou la famine a évolué dans le contexte de Gaza. Et je peux vous dire que si, avec l'indice de nos centres de santé, nous avons vu entre le mois de mars et aujourd'hui une augmentation par 6 du nombre d'enfants sévèrement manurés. Sévèrement manurés, ça signifie que si aujourd'hui aucune disposition n'est prise, ils sont certainement condamnés à mort. Donc on a une population qui est extrêmement affaiblie, qui va être confrontée à une nouvelle opération militaire majeure. On pensait qu'on avait déjà tout décrit de Gaza, on avait décrit l'enfer sur terre à Gaza, mais effectivement, si ce scénario devait se mettre en place, même si on parle de l'évacuation des gens de Gaza au sud, beaucoup n'auront même plus la force de pouvoir se déplacer. Est-ce qu'actuellement, l'UNRWA peut accueillir des réfugiés, des personnes dans les camps autour des territoires palestiniens, dans les pays alentours, qui arrivent à fuir cet enfer où ça n'est strictement pas possible? Bon, peu de gens peuvent fuir cet enfer. Ils sont enfermés dans cet enfer. C'est un enfer à huis clos. C'est certainement un des seuls conflits où il n'y a nulle part où aller pour chercher protection. Les seules personnes qui ont pu traverser, ce sont quelques évacuations médicales, mais on est bien loin du compte. Maintenant, parlons de notre agence, parce que c'est vrai qu'il y a souvent une idée préconçue que l'UNRWA n'est plus en mesure d'opérer à Gaza ou en Cisjordanie depuis l'adoption de lois israéliennes empêchant la présence à Jérusalem et empêchant tout contact avec les autorités israéliennes. Aujourd'hui, nous restons la principale agence à Gaza avec 12 000 employés. Il est vrai que nous ne sommes pas en position de distribuer de la nourriture car aucun convoi n'est entré, en tout cas pour nous, mais pour la plupart de nos partenaires également, depuis le 2 mars. Par contre, nos collègues sur place continuent en fait de prodiguer des soins de santé primaire. Nous avons plus de 15 000 consultations à peu près chaque jour. On continue d'assurer la désalinisation de l'eau pour accéder à l'eau potable, continue en fait de faire la gestion des déchets pour essayer en tant que prévention pour empêcher que les maladies se répandent. Et nous avons toujours dans le nord de Gaza
plus de 100 000 personnes qui se trouvent dans des abris, dans des écoles qui appartiennent à l'UNRWA et pour lesquelles, en fait, on organise la vie au quotidien. Alors, est-ce que il y a un danger pour les collaborateurs de l'UNRWA qui sont sur place, que ce soit à Gaza, que ce soit dans les autres territoires palestiniens occupés par les Israéliens? Je pense évidemment à Jérusalem-Est aussi. Les écoles sont fermées, je crois, de l'UNRWA à Jérusalem-Est. Où est-ce que ces enfants peuvent aller suivre un cursus, suivre l'école? Bon, là, je reviens en fait sur ces deux lois israéliennes. Pour certains d'entre vous ont vu le film avant, mais deux lois ont été adoptées l'année dernière, au mois d'octobre. Une des deux lois empêche toute présence de l'UNRWA sur le territoire souverain de l'État d'Israël, et Israël considère Jérusalem-Est occupée comme faisant partie de son territoire souverain, donc il n'y a plus de présence de la part d'UNRWA. Nous avons essayé de maintenir nos écoles ouvertes, mais comme vous le savez, certains membres de la municipalité qui ont fait preuve de beaucoup de zèle, avec le soutien de la police, sont venus fermer les écoles à Jérusalem-Est. Ça impacte environ 800 élèves qui ont été mis dans la rue 2 mois avant la fin de l'année scolaire pour qui il n'y avait pas de véritable alternative, excepté de faire de l'enseignement en ligne. Et effectivement, maintenant, nous sommes en train de voir avec l'autorité palestinienne quelles pourraient être les alternatives pour ces enfants. La deuxième loi, c'est celle qui prévoit tout contact entre des officiels de l'UNRWA et des officiels du gouvernement israélien. Cela a eu pour impact qu'il n'y a plus de présence d'employés internationaux parce que nous avons besoin d'une relation administrative et bureaucratique pour avoir des visas. Par contre, ça ne nous empêche pas de maintenir toutes nos écoles ouvertes en Cisjordanie, nos centres de santé en Cisjordanie, et comme je l'avais dit avant, de continuer d'opérer tant bien que mal, malgré tous les dangers, dans la bande de Gaza. Quel est le tableau global, en bref, des activités générales aujourd'hui de l'UNRWA, également Liban, Jordanie, Syrie? De combien de réfugiés vous occupez-vous actuellement dans ces pays, et avec aujourd'hui quel nombre de personnel, puisque l'UNRWA a également dû revoir à la baisse ses ressources humaines, financières et donc ses activités? Alors, pour ceux qui ont vu le film, la particularité de l'UNRWA, c'est que nous sommes une agence qui fonctionne comme une institution publique. En fait, nous sommes le ministère de l'Éducation, le ministère de la Santé primaire, le ministère des Affaires sociales, des réfugiés palestiniens à travers la région, à Gaza, en Cisjordanie, en Jordanie, en Syrie et au Liban. Nous avons pour cela environ 30 000 employés. Ces 30 000 employés, la plupart sont en fait des civil servants, des enseignants, des infirmières employés par l'État. La différence entre l'UNRWA et un État, c'est que nous n'avons pas des instruments fiscaux pour financer les activités de l'agence. Nous délivrons ces services parce que l'Assemblée générale des Nations Unies nous demande de livrer ces services jusqu'au jour où il y aura une solution politique, mais nos revenus dépendent uniquement de la volonté des États. Avant octobre 2023, j'avais décrit en fait la situation de l'agence comme je la décrivais en disant que nous sommes dans une crise financière existentielle où il y avait effectivement une tension très forte entre ce qu'on nous demande de délivrer et les ressources mises à disposition. Depuis octobre 2023, il y a un objectif déclaré de l'État d'Israël de démanteler l'agence, en tout cas à Gaza et en Cisjordanie, et cet objectif est aussi aujourd'hui soutenu par la nouvelle administration américaine, dont on a entendu au moment des hearings du nouvel ambassadeur qu'il ferait une priorité le démantèlement d'une agence comme UNRWA. L'objectif derrière cela, vous l'avez tous compris, c'est de régler une fois pour toutes la question du statut du réfugié palestinien. En faisant cela,
on règle aussi la question du témoin de l'identité et de l'histoire des réfugiés palestiniens. Et ultimement, l'objectif, c'est de régler une fois pour toutes un problème politique épineux pour tout règlement, qui est la question du droit de retour. Mais cela ne fait que soit multiplier les réfugiés, soit les déplacer. Le rôle de l'UNRWA de s'occuper des réfugiés palestiniens, Jordanie, Liban, Syrie, sera le même finalement. Donc, comment voyez-vous le futur? Comment vous projetez-vous déjà dans la réorganisation et l'accueil de centaines de milliers de réfugiés palestiniens supplémentaires hors dans les frontières de ces pays qu'on vient de citer? Alors, à nouveau, je reviens sur le film de ce matin. Dans le titre, c'est UNRWA, 75 ans de provisoire. C'est 75 ans de provisoire parce qu'il n'y a pas eu de solution politique. Donc, ce n'est pas parce que l'agence veut continuer.